Aujourd'hui, on accompagne 20 000 commerçants en France. Martine Cosmétiques, du pareil au même, Sergent Major, Laforie, La Belle Boucle. Quand une marque voit un drop de conversion, le premier qu'on va voir, c'est l'équipe marketing. On n'interroge jamais le PSP alors qu'en fait, c'est existant. Aujourd'hui, on processe à peu près 14 milliards d'euros de transactions. Quelles seraient les 3 applications que tu utiliserais sur ton Shopify? Dialogue, c'est une solution française. C'est la possibilité pour une marque d'intégrer une sorte de bande de questions. Tu vas introduire un onglet de discussion, de recherche conversationnelle en fait sur ta page produit. Moi, il y a une solution que j'aime beaucoup qui est Crisp. C'est 500 000 utilisateurs à travers le monde. Tu vas avoir évidemment toute la partie customer service, des outils qui vont te permettre de faire de la préconception de réponse pour ton service client. La troisième, c'est Webin. Il peut te permettre de comprendre ce qui ne va pas sur ton site. C'est un outil qui te permet d'analyser tes sessions. Si je branche mon site à Webin, je peux savoir sur tant de sessions que j'ai 30% de mes sessions qui vont s'arrêter après avoir scroll, par exemple 50% de ma homepage. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en 2 pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Paul-Louis d'être venu nous voir aujourd'hui à Nantes, parce que il y a souvent des personnes qui viennent sur ce canapé. Généralement, elles ont comme point commun d'être situées à Nantes. Toi, t'es pas situé à Nantes et t'as fait tout ce trajet. T'es passé par Paris, ensuite t'as pris un train de Paris jusqu'à Nantes. T'as même pris la ligne 12 qui était bondée ce matin pour pouvoir venir enregistrer cet épisode. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Ah ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris la ligne 12 aux heures de pointe. Yes. Paul-Louis, tu es responsable des partenariats chez Payplug. Aujourd'hui, on va parler notamment de Payplug. Tu vas nous expliquer ce que vous faites exactement chez Payplug et justement quelles sont les solutions que vous apportez notamment aux marques e-commerce, mais pas que. Et puis, tu vas nous parler aussi des applications que tu considères être les meilleures quand il s'agit d'e-commerce. T'as une newsletter qui s'appelle Unhacking. Unhacking. Désolé pour mon accent. Mon accent anglais. C'est très français. En fait, le jeu de mots est assez débile. C'est un hommage à Anakin Skywalker, qui est mon personnage préféré. Pop culture, toute confondue, quoi. Très bien. D'où aussi peut-être ta photo sur ton profil LinkedIn, la bannière, etc., qui est écrite de cette manière-là. Ouais. Alors pour le logo, c'est très anecdotique. En fait, le logo a été design par un très très bon ami à moi, qui est extrêmement talentueux dans ce qu'il fait et qui a notamment travaillé sur la jaquette de l'un des derniers albums des Red Hot Chili Peppers. Ok. Le logo des Red Hot, c'est une sorte de logo de pharmacie un peu qui est représenté un peu partout. Et en fait, il a bossé sur la jaquette et au-delà d'avoir bossé sur cette jaquette, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il s'appelle Eli. Ricky Moki, c'est son nom de scène entre guillemets. Et vraiment, j'invite tout le monde à aller découvrir ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Trop bien. Bah écoute, les Red Hot Chili Peppers, c'est pas rien. Je suis passé après les Red Hot, donc ouais, je suis plutôt content, ouais. Top. Allez déjà vous inscrire à la newsletter de Paul-Louis. Et donc dans ta dernière newsletter, tu nous parlais des applications qui sont toujours intéressantes à installer, mais qui peuvent avoir comme effet collatéral de ralentir le temps de chargement du site internet et qui finalement, au lieu d'être utiles, elles apportent plus de l'inefficacité qu'autre chose. Donc je vais te poser la question, selon toi, quelles sont les apps qu'on doit avoir en priorité sur son Shopify. Mais avant de commencer, je vais te laisser te présenter, nous présenter Payplug et ce que tu fais aussi chez Payplug. Ouais, carrément. Encore une fois, merci pour ton invitation. Donc moi, c'est Paul-Louis, je suis directeur des partenariats e-commerce pour Payplug. Important de préciser e-commerce parce qu'en fait, chez Payplug, les partenariats sont extrêmement développés.
Si tu prends en comparaison, j'allais dire de manière assez bête et méchante, aujourd'hui on a à peu près sur 10 contrats signés, entre guillemets, on en a 8 qui proviennent des partenariats. Donc 8 clients actifs sur la plateforme Payplug sur 10 ont été recommandés auprès de Payplug par des partenaires. Alors des partenaires, il y en a plein, il y a des partenaires agences. Quand je dis agence, c'est plutôt agence digitale chez nous, donc ça va être notamment les agences qui vont aider les sites sur du replatforming, sur de la migration, sur des refontes, de la conception vraiment site, e-com. Et après, tu vas avoir plein d'autres familles, entre guillemets, de partenaires, des agences CRM, des agences ads. On va aussi avoir des cabinets de conseil, des PSP, enfin pas des PSP, des solutions BNPL qu'on va à la fois avoir en partenaire, mais aussi imbriqués dans notre bundle de paiement. Donc voilà, les partenaires sont extrêmement nombreux, à la fois en relatif et absolu, même au niveau des catégories de partenaires, on en a vraiment beaucoup. Donc moi, je gère en fait une des verticales partenaires, qui est la verticale e-commerce, qui va des CMS aux SaaS, aux agences dites CRM, ads et autres, mais vraiment sur un scope e-com. Ok, très bien, top. Et donc avec Payplug, pardon, Ouais. désolé pour ma prononciation. Hein. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Sans rentrer dans trop de complexité, Payplug, on est un prestataire de paiement. On accompagne les marques, les retailers sur la brique paiement. Donc, on est la dernière roue du carrosse, entre guillemets. Si tu prends tout le funnel tout le parcours d'achat du prospect / client standard, que ce soit sur un site ou dans un magasin, nous, on intervient vraiment à la toute fin. On permet à la marque d'encaisser le paiement. Donc, on est en fait la dernière passerelle qui permet à la marque de voir arriver le montant de la transaction sur son compte bancaire en partant du compte bancaire du client. Ok. Bien. Donc moi, si je suis client, par exemple, d'une marque e-commerce, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous citer quelques marques avec lesquelles vous bossez, comme ça je vais prendre parmi elles. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 20 000 commerçants en France. Ouais. Dans il y en a ces pas mal. marques-là, qui en tout cas vont parler à tes auditeurs, tes auditrices, mais peut-être à toi aussi. Tu vas compter Martin Cosmétiques, on accompagne GPE. Alors GPE, ça parle pas l'acronyme, c'est la Générale pour l'enfant, donc ça va être du pareil au même, Sergent Major. Okay. On va accompagner Laforie, on accompagne beaucoup de marques aujourd'hui, Label Boucle, voilà, sur 3 verticales dominantes qui sont maison, de manière générale. La deuxième verticale, qui est en fait la première en termes de nombre de marchands, ça va être la partie prêt-à-porter et la cosmétique. Prêt-à-porter, cosmétique et maison, ça va représenter, je vais pas dire une loi de Pareto, mais on est bien à 60% à peu près du nombre de marchands. Ok. Donc 20 000 clients, donc effectivement, c'est pas rien. Vous êtes combien aujourd'hui chez Payplug ? On est à peu près 350. Ok. Et vous êtes répartis un peu partout dans le monde, principalement en France ? Essentiellement en France. On a des équipes qui bossent sur des marchés annexes. Historiquement, on avait donc le marché français représente à peu près 90% de nos marchands et de nos transactions. On a une petite partie de l'équipe qui va aussi être sur le marché italien, qui est un marché tout aussi complexe que le marché français, pour d'autres raisons, mais qui est tout aussi complexe. Et ensuite, on a une équipe qui, par extension de l'équipe française, est sur ce qu'on appelle une logique de multilocal. Donc le multilocal, c'est notre capacité à accompagner nos marques existantes sur des marchés étrangers. On a notre focus multilocal aujourd'hui, c'est le démarrage, puisque c'est une équipe qui est née cette année. Il est essentiellement sur le Benelux, à commencer par la Belgique et le Luxembourg, et par extension sur les Pays-Bas. Vraiment notre zone de chalandise, ou en tout cas notre zone d'expertise, elle est vraiment sur la France, et après sur les marchés proches et par extension. Ou surtout en Europe ? Ouais, essentiellement, ouais. Enfin, même exclusivement, on accompagne des marchands exclusivement européens. Okay. Et après, par contre, on processe des paiements partout dans le monde. Je donne souvent l'exemple qui est le plus parlant, c'est qu'on a processé les paiements pour les JO 2024. Ouais.
Donc à la fois sur la billetterie en ligne, mais aussi sur les magasins. Et si tu regardes la billetterie en ligne, pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, alors l'histoire avec un petit H, parce que la digitalisation des Jeux Olympiques, c'est pas non, ça n'a pas 100 ans, mais c'est la première fois dans l'histoire où il y avait une seule billetterie en ligne pour l'ensemble du globe. Les précédentes éditions, c'était d'avoir une billetterie en ligne pour par continent, par exemple. Là, pour la première fois, le COJO, donc le Comité des Jeux Olympiques, a décidé d'avoir une seule billetterie pour l'ensemble de la planète. Donc nous, en fait, on a processé les paiements pour la billetterie en ligne, mais avec des paiements. Si je crois pas dire trop de bêtises en me rappelant de ce chiffre, c'est qu'on a processé des paiements dans 170 pays différents, venant de 170 pays différents. Ok, très bien. Et donc des clients finaux qui sont principalement en Europe, j'imagine aussi pour des questions de législation. Ouais, alors pour des questions de législation, en fait, c'est plus que des questions de législation, c'est surtout qu'en fait, l'Europe jouit d'une chose, et nous par extension, c'est d'une, l'union douanière, et de deux, c'est l'union monétaire. Le fait de pouvoir accompagner des marchands dans différents pays, mais sur une seule et même devise, fait qu'en fait, le marchand a beaucoup plus de facilité d'un point de vue réconciliation comptable, d'un point de vue aussi TVA intracommunautaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, de vendre en Belgique, tu n'as que en fait la TVA intracom qui peut être un peu pénible, mais tu t'enlèves, étant donné que tu es sur une union douanière, tu t'enlèves les frais de douane, donc la complexité des frais de douane aujourd'hui, et surtout l'union monétaire qui fait que tu peux vendre en fait en Belgique dans la même devise que celle que tu vas encaisser en France, ou en Allemagne, ou en Italie, etc. Très bien. Donc je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Je vais par exemple sur le site de Label Boucle. Ouais. Toujours cet exemple. Mais c'est pas grave, ça me va très bien. Mais parce que c'est juste ceux qui ont l'habitude de m'entendre savent que je cite beaucoup Label Boucle. Donc moi je suis Thomas, particulier qui va sur le site de Label Boucle. J'ai fait quelques achats pour mes cheveux sur cheveux bouclés là, ce qu'on se voit. Oui, effectivement, j'ai pas les cheveux bouclés, mais c'est pour un proche à moi. Et donc là, au moment où je fais mon check-out, quand est-ce que j'utilise Payplug et est-ce que je vois que j'utilise Payplug ? Non, la vocation de Payplug n'est absolument pas d'être une marque, d'avoir une brand forte auprès du consommateur final. L'objectif, c'est de faire en sorte que le parcours d'achat soit le plus fluide et donc le plus, je vais pas dire invisible, mais qu'en fait il soit le plus rapide possible. Donc là, l'idée, c'est pas de mettre en avant notre brand. L'idée, c'est que notre brand, elle soit forte auprès des marques. Ouais. C'est que de marque en marque, comment dire, si elles se parlent entre elles, elles puissent se passer le mot que, comme quoi Payplug est le meilleur prestataire de paiement. À certains égards, c'est factuel. On est le meilleur prestataire de paiement sur le scheme CB, par exemple, ou encore sur Visa, auprès de certains émetteurs. Mais vraiment, notre vocation n'a pas à être une marque forte, comme peut l'être, par exemple, un Just. Tu vois, un Just aujourd'hui ou un Apple Pay. Apple Pay a l'ambition et a cette nécessité d'avoir une marque extrêmement forte auprès du consommateur final. Nous, on n'a pas cette vocation-là. Ok, très bien. Donc vous avez vocation à avoir une marque forte auprès des e-commerçants notamment. C'est, on va dire, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, même si vous allez au-delà de ça. Et donc l'avantage pour un e-commerçant d'utiliser Payplug, c'est de réduire l'écart entre les paiements, les check-out initiés et les check-out terminés. Ouais, c'est exactement ça. La North Star en e-commerce, pour tout un chacun, c'est le taux de conversion. Ce que regardent toutes les marques, ce que les marques suivent au jour le jour, c'est le taux de conversion. Donc, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant effectué un achat sur le nombre de sessions ouvertes au final. Côté paiement, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Non pas que le taux de conversion de nos marchands ne nous intéresse pas, mais en fait, nous, ce qui va définir la performance d'un prestataire de paiement, c'est notre taux d'acceptation. C'est notre North Star à nous. Là où je suis un peu attristé, voire échaudé parfois, c'est de réaliser que peu de marques, déjà un grand nombre ne connaissent pas leur taux d'acceptation. Ça, c'est extrêmement dommageable. Et au-delà de ça, tu n'as quasiment aucune marque aujourd'hui, si ce n'est de grands acteurs, qui pilotent leur taux d'acceptation et qui le connaissent de semaine en semaine, de mois en mois et autres. Et en fait, le taux d'acceptation, là où pour moi c'est véritablement nécessaire et d'autant plus dommageable quand on ne le connaît pas, c'est que c'est une variable qui définit l'existant.
quand je dis l'existant, c'est que quand tu calcules ton taux de conversion, ce que tu vas remettre en question, c'est l'ensemble de ton funnel. C'est-à-dire, est-ce que ta landing page était bonne? Est-ce que ton targeting ads il était bon? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le positionnement de ton CTA ajouté au panier, il était bon? Tout ça, tu viens le challenger dans ton taux de conversion. Ton taux d'acceptation, en plus d'influer directement sur ton taux de conversion, jusqu'à la fin, si ton client essaye de payer mais qu'il n'arrive pas à payer et qu'il quitte la page, ça influe directement ton taux de conversion. Ton taux d'acceptation, il définit il se base sur l'existence. C'est-à-dire que si tu perds une vente parce que ton PSP n'a pas été performant, tout ce que tu as fait au préalable en termes de travail est mis en échec. Et donc, en fait, nous, le taux d'acceptation, c'est véritablement ce qui définit à la fois la puissance de ton PSP, mais aussi ta capacité à encaisser de l'existant. C'est-à-dire une personne qui a fait tout ton parcours, qui est arrivée jusqu'à la fin et qui souhaite payer. Parce qu'à partir du moment où tu as cliqué sur le CTA payé, c'est que ton intention d'achat, elle est là. Ouais. Et donc, si ton PSP n'est pas capable demain d'accepter le plus de transactions viables, encore une fois, l'idée, c'est pas d'accepter toutes les transactions parce que nécessairement, on aura toujours des transactions échouées pour des questions de plafond atteint, pour des questions de solde insuffisant, pour des questions de risque de fraude ou autre. Mais si une personne qui est, j'allais dire, dans les clous de la transaction, qui n'est pas sur une adresse IP publique, donc le risque de fraude est très faible, qui a des fonds sur sa carte, qui souhaite véritablement payer et en tout état de cause est un client safe, et que ton PSP ne l'accepte pas, tu perds une vente bêtement et donc tu ne maximises pas l'existant. Très bien. C'était un peu long, mais il faut que ce soit clair. Non, mais c'est super intéressant parce que effectivement, toutes les marques font des efforts pour aller trouver des clients. Elles vont dépenser de l'argent, notamment en publicité. Elles vont payer des clics. Elles vont payer des CPA pour que justement ces personnes appuient sur le bouton acheter à la fin. Donc c'est vraiment l'ultime étape. Effectivement, ce serait vraiment dommageable de ne perdre ne serait-ce que 2%, 3%. Tu vas me dire d'ailleurs quels sont parfois les ratios un peu normaux de revenus, simplement parce qu'on n'a pas le bon système de l'autre côté. Complètement. Et au-delà de ça, là où je trouve encore une fois ce que je trouve assez dommage, c'est que tu dois forcément connaître cette situation. Quand une marque voit un drop de conversion, quel que soit le pourcentage, le premier qu'on va voir, c'est l'équipe marketing. Qu'est-ce qui se passe? On a un drop de conversion, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est son agence ad? Est-ce que c'est son agence CRM? En fait, tout ça, le taux de conversion, généralement, on s'adresse plutôt à toutes les variables satellites de la partie marketing. On n'interroge quasiment jamais le PSP, alors qu'en fait, encore une fois, avant d'aller chercher explication sur je vais pas dire de l'irrationnel, mais sur du non composé, en fait, il y a l'existant. D'abord, on regarde ce qui se passe avec l'existant. C'est comme si demain, tu me disais, la voiture, je sais pas, j'ai un problème avec ma voiture n'avance plus. Qu'est-ce que je vais aller voir? Je vais plutôt aller voir directement la marque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ma voiture fonctionne plus? Non. Tu vas voir ton garagiste. Parce que ton garagiste, il connaît ta voiture. Potentiellement, lui, il a fait des réparations dessus. En fait, c'est ça. C'est challenger, en fait, ce qu'il y a d'existant. Avant de penser à challenger un ensemble. Ouais. Oui, et puis c'est parfois mieux de reprendre l'entonnoir par le bas que de forcément le prendre par le haut où les hypothèses sont beaucoup trop nombreuses pour identifier la plus intéressante. Exactement. Très bien. Donc, moi, je suis e-commerçant. Du coup, je suis plus client chez Label Book, mais je suis directement Label Book. Comment ça se passe pour utiliser votre service? Je vais sur mon Shopify, je télécharge une app Shopify PayPlug, c'est ça? Alors, à la différence des applications, j'aime pas trop le terme lambda, mais c'est vraiment pour imager. En fait, Shopify jouit d'une marketplace. Ouais. Donc, la marketplace Shopify regroupe à peu près 15 000 applications. On en a parlé un petit peu en préambule de cette conversation. C'est positif ou négatif. T'as 15 000 à peu près applications qui sont disponibles sur la marketplace. Toute la brique paiement est en dehors de cette marketplace. Quand tu es sur un Shopify et que tu veux installer un module de paiement, tu ne fais pas depuis la marketplace, tu fais depuis les paramètres de ton Shopify. Et donc là, dans les paramètres, tu vas pouvoir aller ajouter
ce qu'on appelle des prestataires de paiement. C'est comme ça qu'ils sont définis dans Shopify. Et ensuite, tu choisis ton PSP et tu trouves ton PSP, tu filtres en fait l'option PSP par méthode de paiement, soit par provider. Ce qu'ils appellent par provider, c'est le nom de ton prestataire. Ok. Et c'est une application que tu télécharges, c'est gratuit. Enfin, toutes les applications peuvent être installées et activées gratuitement. Très bien. Et donc, en utilisant Payplug, j'ai le choix, par exemple, d'autoriser les paiements par carte, évidemment, de mettre American Express si je le souhaite, de pouvoir proposer Apple Pay, etc. C'est ça? Alors, ouais, nous, on a sur Shopify moins que sur d'autres, parce que Shopify est un écosystème e-commerce qui est assez complexe. Tu vois, pour imager la chose, moi, dans le pool de partenaires dont j'ai la gestion aujourd'hui chez Payplug, tu as Shopify. Shopify est à la fois un partenaire, mais aussi un concurrent. Puisque Shopify est un partenaire avec lequel on évolue depuis... on est le premier PSP français à avoir travaillé en collaboration avec Shopify, donc ça remonte à 2018, entre 2018 et 2019, leur arrivée sur le marché français, officiel, en tout cas, le lancement du marché français officiellement. Et il y a aussi une brique paiement native à Shopify, qui est une brique très clairement, enfin on se l'a dit, qui est concurrente de notre méthode, de notre solution de paiement. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur Shopify en tant que prestataire de paiement. On peut pas proposer toutes les méthodes de paiement qu'on souhaiterait proposer, parce qu'il y en a certaines qui sont exclusives à la solution native de Shopify, qui est Shopify Payments. Malgré tout, on arrive à en proposer une immense majorité. Donc tu peux activer le paiement par carte. Le paiement par carte, c'est du paiement classique, carte de crédit, carte de débit. Alors ça va être CB, Visa, Mastercard, Amex également, qui est un tuyau à part, mais qu'on englobe dans cette catégorie de carte de crédit, carte de débit. Ensuite, tu vas avoir les méthodes de paiement locales, ce qu'on appelle les APM chez nous, donc les Alternative Payment Methods. Donc là, tu vas retrouver du Bancontact pour la Belgique, tu vas retrouver du Bizum qu'on est en train de lancer également. Alors Bizum, c'est sur Espagne, Portugal. Tu vas retrouver du Satispay, tu vas retrouver du Wero demain. Là, on est en train de lancer Wero également. Voilà, tu as plein de méthodes de paiement. L'objectif de Payplug, c'est en fait de mettre à disposition des marques un bundle et ensuite aux marques d'activer, désactiver sur un effet assez classique de CTA/manette. Je veux de la CB, je veux de la Visa, je veux de la Mastercard, je veux pas d'Amex, je veux du Bancontact, etc. Ok. On s'arrête 2 secondes sur Bancontact. Ouais. Ça arrive assez fréquemment qu'on ait des clients qui font de la publicité sur Meta et qui veulent aller en faire ensuite sur la Belgique francophone. Marché facile. Ouais, exactement. Ce qui fait beaucoup de sens parce que c'est quasiment le même marché. Mais on se rend compte qu'à ce moment-là, on a des taux de conversion qui sont pas les mêmes. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup ne savent pas que il y a un moyen de paiement, du coup Bancontact, en Belgique qui est extrêmement utilisé. Et quand on le propose pas, on fait peut-être de la publicité en Belgique, mais on propose pas toute la gamme de paiements qu'il faut proposer pour pouvoir prospérer sur ce marché-là. Ça ressemble à quoi Bancontact? Enfin, comment on paye avec Bancontact? C'est une très bonne question. Pour remettre un peu de contexte, Bancontact, si tu le compares par exemple à un Amex, un client utilisateur d'Amex n'a jamais, en tout cas un client français, n'a jamais qu'une Amex. Potentiellement, il va avoir une Visa ou une Mastercard, co-brandée CB ou pas, à disposition. Si un site ne propose pas American Express, dans la quasi-totalité des cas, le client final, malgré le fait qu'il veuille payer avec son Amex, va quand même payer avec une CB, une Visa, une Mastercard derrière. Bancontact, solution donc de paiement local en Belgique, c'est totalement différent. C'est-à-dire que, je reprends ton exemple, je suis une marque, je balance des ads en Belgique. C'est très marrant d'ailleurs que tu aies pris Labelbook en exemple, parce que Labelbook, c'était un exemple parfait pour imager ça. Labelbook, ça fait des années qu'on travaille ensemble, et un jour, Laurine m'appelle et elle me dit « Je comprends pas, on a un drop de conversion sur la Belgique, est-ce que tu saurais l'expliquer ?» Et en fait, si tu ne proposes pas Bancontact sur la Belgique, on estime que tu vas avoir un drop de conversion de l'ordre de 60 à 75% à peu près. Pourquoi ? Parce que Bancontact est utilisé dans 80-85% des cas en Belgique, notamment sur des petits paniers moyens. C'est du débit immédiat. Okay. Donc c'est
les Belges, en fait, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, utilisent Bancontact dans tous les sens. Si je dis pas de bêtises, je crois que Bancontact, c'est 15 millions d'utilisateurs. Au global. Ça couvre la quasi-totalité du pays. Et à l'inverse d'Amex, pour boucler cette explication, et la manière dont on l'image, si tu ne proposes pas Bancontact sur ton site à un client belge, t'as de fortes chances que ça drop. Ok. Tout simplement. Très bien. Et concrètement, parce que c'est pas, j'ai du mal à l'imager. C'est quoi Bancontact ? C'est une banque locale, c'est l'équivalent de Mastercard, mais uniquement qui opère uniquement en Belgique ? Alors comment te l'imager le plus simplement ? C'est une solution de paiement locale. De la même manière que par exemple nous en France on a CB, et encore c'est pas la même chose parce que les cartes, le skin CB est co-brandé avec soit de la Visa, soit de la Mastercard. Bancontact est une solution de paiement locale, c'est-à-dire que c'est leur solution souveraine à eux. Et après, comment tu payes avec Bancontact ? T'as deux manières. Soit tu payes par code, donc c'est-à-dire que de la même manière que sur ta carte de crédit classique, tu vas avoir 16 chiffres. Ça reprend un peu les codes aussi de la carte de crédit débit traditionnelle. Tu vas avoir 16 chiffres, tu les rentres, tu rentres ton CVV, tu rentres ta date d'expiration, et il y a là. Ou alors, tu as la deuxième possibilité, et c'est là où Bancontact se démarque aussi, je trouve, en termes de facilité d'utilisation. Tu as la possibilité de payer par QR code. Ok. Et donc là, tu as un QR code qui apparaît. Donc quand tu es dans l'interface Bancontact, tu as la possibilité, donc tu décides, est-ce que je paye par en rentrant les informations de carte, ou est-ce que je paye par QR code. Dans ce cas, tu prends ton téléphone, tu QR code, tu flashes, et là tu vas payer directement. Ok, très clair. Je pense qu'on a suffisamment parlé de Bancontact. Vous proposez aussi des paiements en plusieurs fois, et si oui, quelle part de paiement ça représente ? Nous, côté BNPL, donc on a Honey, qui effectivement est une solution qui s'est rapproché financièrement, qui historiquement est une solution de paiement plusieurs fois du groupe Mullier, tout ce qui est Decathlon, Auchan et autres, et qui s'est rapproché financièrement du groupe BPCE, donc le groupe qui détient Payplug. Et donc historiquement, on propose du Honey. Donc Honey est intégré dans certains produits Honey, donc le 3 et 4 fois avec et sans frais sont proposés à travers les modules Payplug, à travers notre API. Donc ça, c'est, j'allais dire, un peu l'historique, le partenaire historique de Payplug sur la partie BNPL. Et là, on l'a récemment annoncé, mais on a signé un partenariat d'ampleur avec un autre acteur BNPL européen qui est Scalapay, qui est un acteur italien, qui est l'acteur numéro 1 en Italie, qui a une forte présence sur l'Europe du Sud, qui a des enjeux considérables sur le marché français notamment. Et donc, on a signé un partenariat double avec Scalapay, dont on est extrêmement fiers, qui est un partenariat à la fois sur ce qu'on appelle la partie distribution. Donc, on va distribuer les produits Scalapay, comme on le fait aujourd'hui avec Honey, à travers nos bundles paiement. Donc, les clients demain, les marchands Payplug pourront, comme je te le disais tout à l'heure, activer une manette supplémentaire qui est la manette Scalapay, via Payplug. Et le deuxième volet de ce partenariat, il est sur la partie acquisition. On devient également le prestataire de paiement acquéreur de Scalapay. C'est-à-dire qu'on va processer les paiements Scalapay à partir de février 2026 à peu près. Ok, vraiment, grosse annonce de grosse votre actualité. Côté. Ouais, c'est une grosse actualité. Très bien. Et donc les paiements comme ça fractionnés, les buy now pay later, ça représente. Toi, tu considères que c'est un must-have pour une marque e-commerce ? Est-ce que si on l'a pas, on passe à côté de trop de ventes pour ne pas le mettre ? Alors, ça dépend de plein de variables. Ça dépend de ton panier moyen. Ouais, bien sûr. Ça dépend de ta cible. Ouais. Ça dépend du secteur d'activité. Et en fonction de tout ça, il y a également des BNPL des acteurs BNPL qui vont être plus ou moins cohérents. Typiquement, tu vends de la cosmétique avec un panier moyen inférieur à 100 €. Proposer du Honey, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandable. Parce que Honey a une image de marque extrêmement forte, notamment auprès d'acteurs comme, comme l'ameublement. Ouais. Tu vois, le cycle, notamment, ça va être, ce sont des secteurs d'activité auprès desquels
au sein desquels la marque Honey ou la marque Alma sont extrêmement fortes. En revanche, Scalapay, Klarna sont des marques qui sont très fortes, notamment sur des secteurs d'activité comme la cosmétique, comme la fashion, avec des paniers moyens assez faibles ou autres, quoi. Ouais. Toi, tu vois des marques qui ont des paniers moyens, je sais pas, à 50 € et qui font régulièrement des ventes grâce à du buy now pay later. Parce que tu t'adresses à une autre clientèle, parce que on a aussi eu du mal, je trouve, à l'appréhender, ce nouveau BNPL. C'est-à-dire, quand je dis nouveau BNPL, c'est ce nouvel usage, c'est-à-dire de payer en plusieurs fois sur un panier, par exemple, à faire du 4 fois sur un panier à 60 € ou même moins. On a eu du mal à l'appréhender, mais en fait, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que de génération en génération, les usages sont différents, les attentes sont différentes. Et on a d'ailleurs animé un webinar il y a quelques semaines avec Scalapay et Un Bon Maillot. En fait, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que là où moi, par exemple, je fais partie d'une génération qui a plutôt l'habitude de faire un paiement en plusieurs fois sur, je sais pas, un téléviseur. Alors, j'ai pas la télé. En plus, le mot téléviseur est complètement désuet, mais je sais pas. Tu vois, moi, je suis un grand fan de musique électronique. Je me suis acheté une paire d'enceintes focales. Donc, c'est des enceintes qui coûtent assez cher. Il y a quelques temps, c'était il y a à peu près un an. J'ai fait un paiement en plusieurs fois. Ouais. C'était une paire d'enceintes qui coûte à peu près 3 000 €. J'ai fait un paiement en 4 fois. Ça ne me viendrait pas à l'idée, moi, Paul Louis, qui a 30 ans, de faire un paiement en 4 fois sur un panier à 60 €. Par contre, une clientèle, typiquement une génération alpha, en fait, c'est pas j'ai moins d'argent donc je veux faire un paiement plusieurs fois, c'est qu'en fait, plus t'en parles avec notamment les acteurs de BNPL, plus ils t'expliquent à travers leurs études qu'en fait, ces nouvelles générations, c'est une manière d'échelonner, ou en tout cas de gérer leur trésorerie. Ouais. En fait, de faire du BNPL. Ça veut pas dire qu'ils vont, faire beaucoup plus d'achats, mais ça veut dire qu'en fait, toi, que tu vas faire 4 achats sur 4 mois, eux vont faire 4 achats en un mois, mais qui vont être répartis sans pour autant faire 4 achats tous les mois, tu vois. Donc en fait, ça leur permet de répartir beaucoup plus facilement aussi leur trésorerie et donc leur gestion de portefeuille. Et donc c'est pour ça. En fait, chaque BNPL a ses spécificités, a ses cibles. Je dis pas que c'est un must-have, je dis que c'est un nice-to-have. Et surtout, tous les BNPL n'ont pas la même vocation. Ouais. Mais ça fait écho à un épisode que j'avais enregistré avec une personne qui s'appelle Andrea, qui a une agence qui s'appelle Over, qui fait du CRO, et qui expliquait qu'effectivement, il accompagnait un client dont le panier moyen était à 50 €. Et ils ont fait un test dans lequel ils croyaient pas énormément sur le fait de proposer le paiement en plusieurs fois. Ils n'y croyaient pas énormément justement pour la raison dont on vient de parler, petit panier moyen, les gens ils vont pas payer en plusieurs fois sur ce genre de panier-là. Et il a été agréablement surpris de voir que ça avait effectivement un impact positif à la fin sur le taux de conversion. Alors, effectivement, alors pour rejoindre ce que tu dis et pour connaître un petit peu Andrea et son travail, je sais qu'il est en tout cas un porte-étendard de l'A/B testing, mais en général. Et en fait, le e-commerce jouit d'une chose, c'est de cette capacité qu'ont les marques à pouvoir tester. Ouais. Et le BNPL est, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, quoi que nos certitudes, quoi que la direction dans laquelle nos certitudes vont, il faut se faire une conviction sur le BNPL. Quelle que soit sa marque, quelle que soit la cible que l'on a. En fait, le BNPL peut te permettre d'aller chercher une nouvelle clientèle, mais l'A/B testing te permet aussi de savoir, est-ce que je gangrène, par exemple, je gangrène pas, est-ce que je cannibalise mes paiements par carte? Faut pas oublier une chose aussi, le BNPL coûte plus cher pour un marchand qu'un paiement par carte traditionnel. Donc, l'objectif, c'est pas de cannibaliser des paiements qui se feraient par carte, parce que ça va te coûter plus cher, mais c'est aussi de convertir mieux, d'aller chercher une autre clientèle, potentiellement d'augmenter sa LTV. En fait, il y a plein de choses qui peuvent permettre, plein de variables sur lesquelles peuvent influer les différentes solutions BNPL. Mais il faut tester, évidemment. Yes. Et pas en pleine peak season, je précise. Après la peak season. Ouais, après la peak season. Janvier, c'est un bon moment pour tester. Il y a les soldes quand même en janvier, mais bon, ça permet d'avoir du volume et donc de faire des tests plus rapidement. Exactement. Et donc, si je suis, on va reprendre cette verticale de la beauté. En beauté, on a une certaine LTV, on peut effectivement avoir une certaine récurrence d'achat sur certains types de produits.
Est-ce que avec votre solution, vous pouvez proposer l'abonnement? Alors oui, mais pas sur tous les CMS encore une fois. Ok. Pour des questions de silos, API, sans rentrer dans trop de techniques, mais encore une fois, tu as des CMS qui vont te permettre de le faire, tu as d'autres CMS qui vont te le permettre dans certaines conditions, tu as certains CMS qui vont te dire non, vas-y, t'as full scope, tu fais ce que tu veux. Donc tu vois, par exemple, sur PrestaShop, on propose de l'abonnement avec un de nos partenaires que moi j'aime beaucoup, qui est Cyclic, qui est une solution d'abonnement qui utilise notre stack paiement pour faire l'acceptation des paiements. Sur WooCommerce, on va le faire nativement, mais on passe par une de leurs briques API qui est WooCommerce Subscriptions. Sur Shopify, on le fait pas du tout, mais du coup, on fait de la cohabitation avec notamment Shopify Payments, qui va utiliser des briques comme Shopify Subscriptions. Et t'as plein d'autres solutions. T'as Recharge historiquement, qui est la solution qui était extrêmement plébiscitée. T'as eu Yotpo qui s'est mis sur la brique Subscriptions pendant un moment, donc qui a arrêté depuis. Tu vas avoir, enfin, t'as énormément de solutions sur cette brique-là. Ça dépend vraiment des CMS. Très bien. Et on le fait par API. Un marchand qui a un environnement custom peut venir demain avec notre API composer et mettre en place une stratégie abonnement sans problème. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, vous aidez les e-commerçants à réduire cette friction entre les checkouts initiés et les checkouts terminés, notamment en proposant un large éventail de moyens de paiement. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous proposez qui permettent justement d'aller améliorer ce ratio? Alors, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est la partie, j'allais dire visible de l'iceberg. Les méthodes de paiement, le fait d'être nativement compliant avec le device de l'acheteur. Tout ça, c'est visible. C'est-à-dire que soit la marque, soit le client le voit. Dans le monde du paiement, tu as toute une partie qui est invisible, sur laquelle ni le marchand ni le consommateur final ne peuvent avoir la moindre influence. C'est toute la logique de performance. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le taux d'acceptation. Comment je fais en tant que PSP pour offrir le meilleur taux d'acceptation et donc être le plus performant possible pour le marchand? Là, tu rentres dans des logiques qui sont assez complexes, mais qui concernent beaucoup d'acteurs, à savoir les schemes. Ce qu'on appelle les schemes, c'est CB, Visa, Mastercard. Donc, c'est les réseaux, pour parler plus simplement. Tu vas avoir également les émetteurs. Les émetteurs, ce sont les banques qui, en fait, ce sont les groupes qui vont émettre les cartes. D'un acheteur à un autre. Moi, par exemple, mon émetteur, c'est Crédit Mutuel. Je sais pas, ça peut être Crédit Agricole, ça peut être Banque Populaire, Caisse d'Épargne, etc. En fait, déjà là, tu as plein de variables qui font que, en fonction de ta proximité avec ces acteurs-là, en fonction de la manière dont tu travailles avec eux, en fonction de la manière dont tu vas demander des exemptions de 3DS et autres, ton taux d'acceptation va varier. Et c'est pour ça qu'en fait, la partie paiement, quand je te dis qu'une marque, pour moi, doit être en mesure de pouvoir ne serait-ce que connaître, mais aussi challenger son taux d'acceptation, c'est quelque chose que tu fais main dans la main avec ton PSP. Donc cette partie acceptation qu'on ne voit pas, nous, on va être aujourd'hui, et c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, pourquoi est-ce que je dis qu'à plusieurs égards, on est effectivement le meilleur PSP en termes de performance sur le marché français, parce que on fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, by design, on a énormément d'informations sur les porteurs de cartes qui nous sont données par Banque Populaire Caisse d'Épargne. À savoir que Banque Populaire Caisse d'Épargne, ça représente aujourd'hui à peu près une carte sur 5, voire une carte sur 4. C'est énorme. Ça veut dire que avant même de processer un paiement, pour un paiement sur 5 ou un paiement sur 4, je connais avant ça qui est l'acheteur, est-ce qu'il est safe ou pas, et en fait, j'ai déjà des informations qui me permettent de scorer cette transaction. Tu as ensuite un outil qui est absolument génial, qui est le Smart 3D Secure. Il y a un outil qu'on a breveté, qui est un algorithme qui a été créé par Payplug, qui est breveté et qui te permet, en une fraction de seconde, au moment où tu vas cliquer sur payer. Toi, Thomas, chez Labelbook par exemple, tu vas cliquer sur payer à la fin de ton parcours d'achat. Nous, Payplug, déjà en amont de ton clic, et ensuite au moment du clic, on va scorer ta transaction.
de 0 à 100. En fonction de ce scoring, donc là, tu as plein de paramètres qui vont entrer en compte. On va notamment scorer cette transaction en fonction du fait que potentiellement tu aies fait un copier-coller sur ton numéro de carte. Copier-coller, on n'aime pas trop ça. Il faut aller le taper à la main. Est-ce que tu es sur une adresse IP privée ou publique ? Adresse IP publique, on n'aime pas trop ça. Généralement, c'est les fraudeurs qui utilisent des adresses IP publiques pour pas être tracés trop facilement. Tout ça toutes ces informations vont nous permettre de scorer ta transaction. Si on estime que le scoring est bon, on va demander à la banque, donc ta banque à toi, puisque la banque émettrice a le dernier mot sur est-ce que je déclenche du 3DS ou pas, on va lui demander à cette banque-là de ne pas déclencher de 3DS. C'est pas nous qui décidons. Nous, on émet une recommandation. Et en fonction de cette recommandation, comme nous, on a une très bonne réputation auprès des banques émettrices, les banques vont nous dire, dans la plupart des cas, nous, 90% à peu près de nos demandes d'exemption de 3DS sont acceptées par les banques françaises. Bah, nous, pour le coup, vu que le 3DS est la première raison d'échec de paiement, nécessairement notre taux d'acceptation est meilleur. Ok, super intéressant. Il y a plein de choses qui se passent en sous-marin dans le monde du paiement. Maintenant, ça fait écho à une commande que j'ai passée dernièrement, où j'ai été surpris à la fin de pas avoir à renseigner de code à 6 chiffres ou d'aller sur mon application bancaire pour valider le paiement. Pour autant, je trouvais ça 100% sécure et j'étais largement confiant de la situation. J'ai même trouvé ça assez agréable du côté utilisateur final. Mais j'imagine qu'effectivement, ça évite d'avoir quelqu'un qui a peut-être reçu son code, mais il a pas son téléphone sur lui, ou il peut pas aller sur son application parce que je sais pas, le téléphone est resté dans le salon et il est branché, il est en train de recharger. Ouais, voilà. Du coup, je verrai ça plus tard. Et en fait, plus tard, c'est jamais. Ça représente quelques commandes par-ci par-là. On peut dire oui, mais ça n'arrive jamais. Bah si, en fait, ça arrive et sur toute une année, d'autant plus quand on fait notamment pas mal de volume de chiffre d'affaires, ça représente en fait énormément d'argent perdu et de l'argent en fait qui était là, quoi. C'était pas peut-être si on avait fait ci ou ça, on aurait eu la vente. C'est sûr, t'aurais eu la vente si t'avais fait ci. Donc il faut le faire. Ouais, complètement. En fait, dans le monde du paiement, tu as une chose qui nous réunit toutes et tous, à la fois les émetteurs, les PSP, les acquéreurs, les schemes, etc. C'est la fraude. La fraude, c'est la version ultime pour tout le monde. C'est-à-dire que plus ta fraude est élevée, plus ta réputation en tant qu'acteur est mauvaise, plus tu vas payer, parce que la fraude coûte de l'argent. Aujourd'hui, tu fais un paiement, par exemple, il y a un paiement sur un site qui est frauduleux, qui est passé, la marque perd de l'argent, la banque perd de l'argent, le PSP perd de l'argent. En fait, tout le monde y perd. Donc, il y a une chose qui nous réunit toutes et tous, malgré nos différences, malgré nos visions et autres, qui peuvent être, aller dans des trajectoires différentes, c'est la fraude. Le fait que Payplug aujourd'hui ait un taux de fraude extrêmement bas fait que notre réputation sur le marché est très bonne. Et c'est ce qui fait que les banques nous valident plus facilement des demandes d'exemption de 3DS, fait que notre taux d'acceptation est meilleur auprès des marques, fait que du coup les marques ont des taux d'acceptation meilleurs avec nous. En fait, tout le monde est gagnant. C'est un cercle très vertueux. Et donc c'est en ça, si tu veux, que aujourd'hui, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En tant que marque, on doit connaître le taux d'acceptation au moins d'un mois à l'autre. Le mieux, c'est de le connaître d'une semaine à l'autre. Ok, très bien. Tu vois des choses à ajouter sur Payplug ? J'imagine que t'en vois beaucoup. Ouais, il y en aurait énormément. Non, mais je pense que déjà on a fait un tour, on a fait un bon tour sur la partie paiement. Non, je le dis avec beaucoup d'objectivité, mais c'est aussi une immense fierté, je pense, pour un marché français comme un marché e-commerce comme le marché français, d'avoir un acteur français aussi fort. Quand je dis aussi fort, c'est à la fois en termes de marque, on a une marque très forte, mais la marque elle est forte parce que on a des experts. Vraiment, ça fait à peu près 11 ans que je suis dans le paiement. Je suis passé par le paiement en magasin, je suis passé par Payplug, je suis allé chez un concurrent, je suis revenu chez Payplug. On a une équipe de stars, vraiment, d'experts chez Payplug, et ça compte énormément. On a un marché français qui est un marché extrêmement souverain et qui doit le rester. CB est une marque extrêmement forte sur le marché français. T'as 2/3 des paiements aujourd'hui qui passent par le scheme CB, donc c'est colossal. Non, enfin franchement, si je dois ajouter ça, ne serait-ce qu'en termes d'accompagnement, on a un accompagnement. Tu compares
je casse pas du sucre sur le dos de nos concurrents, en tout cas certains d'entre eux, mais on a aujourd'hui, chaque marchand a la possibilité d'avoir quelqu'un au bout du tel quand il s'agit d'avoir un souci au niveau du paiement ou d'avoir besoin d'une expertise, d'un conseil ou autre. Donc voilà, Payplug est une marque extrêmement forte et je trouve que pour un marché comme le marché français, qui est très concurrentiel, très complexe, pas extensible, c'est une chance de ouf. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est une belle réussite, une grosse fierté. Je sais pas si tu peux parler des chiffres, des revenus, etc. que vous faites, mais sur le marché français, des exemples comme ça, on n'en a pas des centaines. T'en as pas des centaines. Quelques chiffres que je peux te donner. Aujourd'hui, nous on processe. Alors j'attends ta réaction. Aujourd'hui, on processe à peu près. Là cette année, on va finir à peu près à 14 milliards d'euros de transactions. C'est trop colossal pour moi pour avoir une. Ça peut paraître immense. Maintenant, si je mets un petit peu de nuance, rappelons qu'on est un acteur français et dont les transactions se font pour 90% sur le marché français. Si tu compares à un acteur comme PayPal, c'est aux alentours de 1600 milliards à peu près. Voilà. Si tu compares à un acteur comme JP Morgan, c'est 5000 milliards à peu près par an. Donc, on est très fort, mais on est très fort sur... et c'est pour ça qu'on ne voit pas non plus la folie des grandeurs. On n'est pas dans la folie des grandeurs, tu vois. On est très fort sur ce qu'on fait. On a des acteurs qui sont beaucoup plus globaux, beaucoup plus gros, beaucoup plus transverses, entre guillemets. Mais sur ce qu'on sait faire, on le fait parfaitement. Très bien. Top. Je reviens à ce que je disais au début de l'épisode. Tu as une newsletter, Hannacking. Ok. Dans laquelle tu parles d'e-commerce, qui est assez high level, super intéressante et qui est bien faite. Tu parles de plein de sujets différents à l'intérieur. Tu mets des bonnes sources. Tu renvoies vers des confs que tu as pu faire, des tables rondes, etc. Donc franchement, je vous recommande, si vous êtes dans l'e-commerce, d'aller vous y inscrire. C'est assez rare de voir ce genre de contenu avec autant de précision. Et dans l'une de tes dernières, peut-être même la dernière, tu disais que il y avait un problème avec ces apps qu'on télécharge, qui vont nous apporter soi-disant de l'utilité, mais qui finalement ralentissent le temps de chargement du site internet, donc qui finalement viennent créer un problème qu'on n'avait pas quand on les utilisait pas. Donc moi, je vais te poser une question. Si tu étais e-commerçant, quelles seraient les 3 applications que tu utiliserais sur ton Shopify? Très très dur d'en choisir que 3. Pour celles et ceux qui lisent la newsletter, effectivement, et pour celles et ceux qui la liront prochainement, il y a effectivement ce que j'appelle moi mes Shopify Apps medley, que je partage quasiment chaque épisode à un medley. Donc il y en a beaucoup, j'essaie de les tester. J'ai un Shopify, je me suis fait ma petite usine, tu vois, j'ai un Shopify que je paye tous les mois, mais qui me permet de tester beaucoup de choses et donc d'être relais aussi. L'idée, c'est pas d'être d'influencer dans telle ou telle direction, mais plutôt d'être relais, de montrer qu'il y a des choses qui existent. Et tu vois, on se le disait juste avant de te donner ce top 3 là, j'invite vraiment tout le monde à filtrer au maximum. Je pense que d'un des plus grands succès de Shopify, mais qui, à mon sens, est aussi un de ses plus gros défauts, c'est la marketplace. C'est d'avoir divulgué ce message de gars, vas-y, monte ton app, on est une solution globale, n'importe qui dans le monde pourra utiliser cette application-là. Je digresse un petit peu, mais je pense que c'est important que tout le monde l'ait en tête. Aujourd'hui, sur la marketplace de Shopify, tu as 15 000 applications à peu près. C'est colossal. Ce qui est colossal. Quand tu sais qu'une marque va utiliser en moyenne entre peut-être 15-25 applications, tu vois, en tout cas en téléchargement. Je dis pas en même temps en activation, mais en téléchargement entre 15 et 25. Donc c'est absolument colossal. Donc dans tout ça, il faut faire un tri. Si je devais retenir 3 noms, le premier nom qui me vient et qui me vient depuis 1 an maintenant, c'est Dialogue. Okay. Dialogue, moi j'aime bien l'appeler Dialogue, mais c'est Dialogue, c'est une solution française. À plein d'égards, c'est une solution qu'il faut tester. La première raison, c'est évidemment le why de cette application. Donc c'est la possibilité pour une marque d'intégrer une sorte de bande de questions. Donc c'est-à-dire que tu vas introduire un onglet recherche,
un onglet de discussion, de recherche conversationnelle en fait sur ta page produit dans ton parcours d'achat. Imaginons que tu vendes, je sais pas, un vélo pour enfants. T'as besoin d'avoir des informations sur ce vélo parce que passer à l'acte d'achat sur un produit comme celui-ci, c'est pas anodin. C'est pas comme quand t'achètes, je sais pas, un sérum pour les cheveux. Quand bien même un sérum pour les cheveux peut avoir beaucoup de spécificités. Mais je prends l'exemple du vélo. À partir de quel âge, etc. Et sans avoir à rentrer dans toutes les sous-catégories de description du produit et autres, tu as la possibilité via Dialogue d'aller poser une question. Et avec un outil qui est boosté à l'IA in-house, comme celui qui est Dialogue, que tu peux connecter à plein de sources externes, typiquement une FAQ, un Notion ou autre, en fait, l'outil va répondre et va faire tomber les objections les unes après les autres. Et c'est en ça, en fait, je pense que Dialogue a compris une chose, c'est que l'expérience e-commerce doit devenir et va devenir, j'en suis absolument convaincu, conversationnelle. C'est-à-dire que de la même manière que quand je suis dans un magasin et je pose des questions sur est-ce que mon pull va boulocher, comment je peux laver, est-ce que c'est un lavage à froid, est-ce que je peux le laver avec d'autres... En fait, toutes ces questions que tu vas poser à un vendeur, tu n'es plus obligé de passer par le support via la petite brique qui est en bas à droite généralement sur les sites, à savoir répondre à quelqu'un, soit un chatbot, soit à quelqu'un, mais avec des réponses qui sont pas forcément bien filtrées hautes. Là, en fait, c'est directement sur ta page produit. Tu n'as pas besoin de scroll. C'est brillant. La boîte est française. Antoine, le fondateur, est un bon copain de l'écosystème. Ils viennent de lever des fonds. Vraiment, pour moi, c'est le top 1 des applications qu'il faut utiliser aujourd'hui. Ou au moins tester. Mais vous utiliserez ça, c'est sûr. T'as des exemples de sites internet qui utilisent cette application qu'on pourrait citer pour aller voir en même temps qu'on écoute l'épisode? Vraiment, je vous jure, l'exemple n'était pas choisi au préalable, mais Labelbook passe par Dialogue. Ok, d'accord. Alors, pour en avoir parlé, je me souviens d'en avoir parlé avec Laurine il y a 1 an et demi et Alexis, son conjoint et associé sur ce projet-là. Je leur avais dit, les gars, faut vraiment essayer Dialogue, c'est ouf. Ouais. Je sais que Laurine et Alexis et leur équipe sont absolument conquis par la solution. Donc voilà, allez sur le site de Labelbook, regardez, c'est sur les fiches produits. Je sais pas si c'est sur toutes les fiches produits, mais creusez un peu le site et Dialogue est là. Et en quelque sorte, ça vient lever un frein commun et naturel à l'e-commerce, celui de pas avoir une personne en face de toi qui peut répondre à tes questions. Alors que, comme tu le disais, quand tu vas en boutique, tu peux poser des questions à un humain. Là, en quelque sorte, on vient combler ce petit manque-là qu'on peut avoir. Ouais, complètement. Et après, je pense que c'est en ça aussi, c'est une preuve supplémentaire du fait que Dialogue est une solution qui a un avenir radieux devant elle, à mon sens. Shopify s'est mis à faire, à booster la recherche sémantique sur sa plateforme. La recherche conversationnelle, que ce soit via Perplexity par exemple, dont je suis un utilisateur et fan immense depuis Day One. Perplexity, je sais pas, toi c'est clair pour tout le monde, je sais pas, tu veux qu'on revienne dessus? Non, je pense qu'on peut expliquer un peu plus ce que c'est. Aujourd'hui, tout le monde utilise, une grande majorité de personnes utilisent ChatGPT. Ouais. Donc la solution de recherche conversationnelle via d'OpenAI. Tu as aujourd'hui dans les LLM une solution qui, à mon sens, est précurseur sur la recherche conversationnelle et qui est géniale parce qu'en fait, il se base sur plein de LLM différents. Donc, ils vont utiliser Grok, ils vont utiliser Claude, ils vont utiliser ChatGPT. C'est Perplexity. Et Perplexity, dans la recherche conversationnelle, je n'ai jamais vu et connu une expérience similaire. Okay. C'est pas c'est vraiment t'aider dans ta requête, dans ta question. T'as une question, tu recherches quelque chose, c'est comment est-ce que l'outil va t'aider à trouver cette réponse-là et la meilleure réponse possible. Ok. Et en ça, Dialogue pour moi va dans cette direction. Très bien. Perplexity, ils viennent d'officialiser un partenariat avec Snapchat. Ils vont intégrer directement à Snapchat justement pour rajouter du conversationnel à l'intérieur de l'application. Et j'aime beaucoup cet exemple de Dialogue parce que on entend beaucoup parler d'IA, parfois, souvent de manière à tort et à travers. Ouais, voilà, exactement, à tort et à travers. Et là, pour le coup, c'est un bon exemple d'usage de l'IA, un exemple qui est un début, une fin, et on voit bien où est-ce que ça peut amener. Donc top. Ah, complètement. On va passer sur le sujet, mais effectivement
L'IA, c'est devenu le gros mot de ces derniers mois. Anecdote, on a fait une prise de parole il y a quelques temps. C'est Camille chez nous, donc c'est notre CSO, Chief Sales Officer, qui est une personne brillante que je recommande à tout le monde d'aller suivre sur LinkedIn aussi, qui a fait une prise de parole et de ces mots, il y a des gens qui sont venus la voir après en lui disant ça fait plaisir, vous êtes les seuls à pas avoir parlé d'IA dans votre prise de parole. Donc l'IA c'est devenu un gros mot, c'est un passe-partout et vraiment l'IA, il y a des choses extraordinaires, il y a aussi des choses dont je vais pas rentrer dans le débat sémantique de l'IA, à quoi ça sert et autres, mais Dialogue, pour moi, apporte une brique IA qui est fondamentalement innovante pour les marques e-commerce. Ok, très bien. Donc une fois que tu as installé Dialogue sur ton Shopify, les deux autres. Quelles sont les 2 autres applications, t'en as le droit qu'à 3, que tu utilises? Les 2 autres applications. Toujours pour rester un peu dans l'IA, moi, il y a une solution que j'aime beaucoup, qui est Crisp. Ouais. Des Nantais d'ailleurs. Des Nantais. Encore une fois, c'était pas voulu, mais c'est ça montre que Nantes est une terre d'innovation. Crisp pour moi, alors à plein d'égards, il y a des raisons qui sont très personnelles. L'équipe de Crisp est extraordinaire. Antoine, Romain, toute l'équipe est vraiment géniale. C'est une boîte qui sent l'humilité, qui est brillante d'innovation, qui est là depuis un petit moment, je crois qu'ils sont une vingtaine dans la boîte. C'est vraiment une petite structure. Par contre, c'est 500 000 utilisateurs à travers le monde. C'est en termes d'innovation quelque chose d'assez phénoménal, hein. Crisp aujourd'hui, c'est des briques comme tu vas avoir évidemment toute la partie customer service. Donc le fait de pouvoir regrouper absolument tout sur ta plateforme, ce que va faire Gorgias. D'ailleurs, anecdote, Gorgias et Crisp sont 2 boîtes françaises. Et encore une fois, on peut se féliciter de ce que la tech française a à offrir au monde. Et puis tu vas avoir des outils qui vont te permettre de faire de la préconception de réponse pour ton service client. Je te donne l'exemple. Je suis au service client d'une marque e-commerce, j'utilise Crisp. S'il y a quelqu'un sur le site qui a une question au service client notamment, la personne va pouvoir poser sa question et en fait Crisp avec un outil IA in-house va pré-rédiger des réponses qui ensuite vont pouvoir être filtrées par l'équipe support. Donc c'est cette génération de réponses, elle se base encore une fois un peu de la même manière que Dialogue sur des sources externes ou des sources internes. Alors est-ce que c'est un Notion, est-ce que c'est une FAQ, est-ce que c'est un Google Sheet? Là, ça peut être plein de choses. Et en fait, en fonction de ça, ça vient alimenter une IA qui te permet de pré-rédiger des réponses, mais toujours sous un contrôle humain. C'est-à-dire que l'outil ne va pas envoyer des réponses, va seulement les pré-rédiger, et ton équipe support derrière va pouvoir effectivement dire ok, cette réponse elle est bien, attends, je vais l'affiner, non, finalement ça ne va pas. Et donc en fait tout ça c'est de l'entraînement entre guillemets, mais à la fois entre humains et donc équipe SAV et l'outil Crisp. Ouais, vraiment Crisp pour moi c'est l'un des meilleurs outils du marché, tout secteur d'activité confondu. Gorgias a un côté très e-commerce et au-delà de ça, Gorgias est une solution extraordinaire aussi. Mais vraiment, si je regarde d'un point de vue vraiment global, moi j'ai des partenaires comme Cyclic par exemple. Cyclic pour leur propre SAV, donc c'est-à-dire des clients à eux qui vont leur écrire sur WhatsApp ou qui vont leur écrire par mail ou par SMS. Ils utilisent Crisp pour faire pour gérer leur SAV. Donc voilà, Crisp vraiment pour moi c'est une solution à aller découvrir et avec qui, même avec leurs équipes, il faut vraiment discuter. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, Crisp, c'est CRISP. Exactement, CRISP, ouais. Très bien. Et donc, la troisième? Ouais. Alors, la troisième, on en a parlé un petit peu en préambule, mais je la mets, c'est pas en joker, mais parce que j'ai autant envie, j'aime autant cette solution que j'ai envie de découvrir la suite. C'est Webin. Ouais. Et ça rejoint
qu'on a d'ailleurs déjà invité sur le podcast. Que t'as invité, que tu me disais sur le podcast. Donc on passe le bonjour à Alexandre et Vincent, qui sont les fondateurs. En fait, ça boucle un petit peu ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, ça termine l'explication. Effectivement, aujourd'hui, t'as des marques. Je l'ai vécu il y a pas très longtemps avec un marchand qui m'a donné accès, qui m'a montré son Shopify et qui m'amène en fait dans son dashboard. Et là, je vois à peu près 40 applications, une quarantaine d'applications installées. Et il me dit, je comprends pas, j'ai un ralentissement sur le site. Et en fait, Shopify, c'est pas magique. On peut, je digresse un petit peu, mais je débunk aussi une idée reçue. Passer d'un CMS open source à Shopify, c'est pas ce qui va faire d'un seul coup accélérer votre conversion, votre activité. Tu t'achètes une voiture incroyablement performante en termes de vitesse. Si tu roules en première sur l'autoroute, en fait ta voiture à la fin le moteur il est noyé tu vois. Et en fait c'est en ça que l'explication elle doit être faite. C'est que tu peux avoir un Shopify. Si tu as installé 40 applications dessus, ton Shopify il va ramer nécessairement. Si tu as trop d'outils qui sont en confrontation entre guillemets ou en cohabitation sur la plateforme, ton Shopify il va ramer forcément. Donc Webin est une partie de l'explication dans le sens où il peut te permettre de comprendre ce qui ne va pas sur ton site. Webin pour te et vous donner un contexte rapide, c'est un outil qui te permet d'analyser tes sessions. C'est-à-dire que, imaginons je suis une marque, j'ai 50 000 sessions mensuelles sur mon site. Webin me permet d'analyser ces sessions. Alors c'est l'analyse de ces sessions, c'est une partie, je vais expliquer juste une partie parce que sinon, en tout cas une brique de Webin, sinon on en a pour l'après-midi. Mais moi la brique que je trouve vraiment intéressante, en tout cas la plus facilement compréhensible, c'est le fait que si je branche mon site à Webin, je peux savoir sur tant de sessions que j'ai par exemple 30% de mes sessions qui vont quitter, qui vont s'arrêter après avoir scroll par exemple 50% de ma homepage. Je vais avoir 50% de mes sessions qui vont avoir 2 fiches produits visitées ou moins. Et en fait tout ça te permet d'une part évidemment de l'analyser, de le comprendre en tant que marque, mais aussi avec les équipes Webin et donc tous les consultants que tu vas avoir en interne vont te permettre de soit te recommander évidemment des actions, mais aussi de les mettre en application. Et c'est en ça que Webin en fait vient un peu, j'allais dire, encadrer, envelopper tout ça. C'est comprendre ce qui se passe sur mon site. Et j'aime beaucoup cette expression et je la réutilise souvent. Donc si vous avez l'habitude de m'entendre, désolé pour la répétition, mais Webin te permet, alors que tu as des certitudes, de te faire des convictions. Et je pense que dans le monde du e-commerce, du retail de manière générale et dans la vie de manière générale, mieux que les certitudes, il y a des convictions. Et Webin te permet d'aller dans ce sens-là. Et les convictions e-commerce, elles sont souvent rares. Ouais, on complètement. est plus souvent dans le flou que dans la certitude et donc encore moins dans la conviction. Et dans un e-commerce qui va trop vite. Enfin, on en parlait un petit peu avant, mais je le répète, je pense que les marques, les acteurs e-commerce ont besoin d'un peu de nuance aujourd'hui. On a besoin d'être rassuré aussi. Webin fait partie de ces solutions-là. Il y a énormément de solutions qui existent. Il faut faire du tri, il faut tester, il faut faire du tri, il faut revenir à de la rationalité. Ouais, très bien, top. Et je te rejoins sur Webin, c'est vrai que c'est assez fort ce qu'il propose. C'est et une boîte française. 3 outils en un. Encore une fois, une boîte française dont on pourrait entendre encore plus parler, comme toutes les boîtes dont tu viens de parler. Je vous invite à aller regarder l'épisode ou à écouter l'épisode avec Alexandre qu'on a tourné il y a presque 1 an, peut-être un petit peu moins, qui explique exactement comment tout ça fonctionne. Mais effectivement, ça permet de voir où sont les zones à améliorer sur son site e-commerce avec des visites qui sont enregistrées, chose que quasiment la totalité des e-commerçants avec lesquels j'échange n'ont aucune idée de ça. Heureusement. Top, très bien. Merci beaucoup pour pour toute ton explication de Payplug, pour tes 3 applications que tu nous recommandes d'utiliser. Je vais terminer avec mes 2 questions habituelles. La première, c'est quelle est ta marque e-commerce préférée ? Ça peut être une marque que tu consommes et t'adores simplement les produits, ou une marque où tu dis ok, eux ils sont vraiment très très forts.
Et je te pose en même temps la deuxième question, comme ça te permet de commencer par celle à laquelle tu as déjà la réponse et en parallèle de réfléchir à l'autre réponse. Qui me conseilles-tu d'inviter dans ce podcast pour parler d'e-commerce? Alors, pour les marques, désolé, si vous n'êtes pas cité, c'est pas que je ne vous aime pas, mais évidemment, on doit faire du tri. Je vais en citer deux, parce qu'il y a deux angles. Enfin, de ta question, tu l'as divisé en deux. C'est, je vais te citer une marque dont je suis client et une marque dont je suis pas client. La marque dont je suis client et qui est dans mon top 3 depuis que je les connais, c'est Bonsoir. Pourquoi ? Parce que Bonsoir nous rappelle une chose que beaucoup malheureusement tendent à oublier. La marque n'existe pas sans le produit. Et le produit Bonsoir, pour en être client récurrent, puisque j'ai repassé des commandes plusieurs fois sur Bonsoir, le produit Bonsoir est exceptionnel. Le site est extrêmement bien fait. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Numbered qui s'était occupé, donc qui est une agence design anglaise qui s'était occupée de toute la partie design. Et je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est Unlikely qui a fait le site. Voilà, c'est une leçon de e-commerce dans son ensemble, ce site-là. Je suis client, j'adore les équipes pour avoir la chance de les connaître un petit peu. Je leur passe le bonjour d'ailleurs. Voilà, le produit Bonsoir est exceptionnel. Le service client est exceptionnel. La marque, la marque est très forte. L'ambition de la marque aussi est très forte, hein, c'est-à-dire d'arriver sur un marché qui est quand même très concurrentiel. Hein. T'as beaucoup de marques qui existent, beaucoup de dinosaures sur ce marché-là. D'arriver, de faire du full e-commerce, de lancer aussi une boutique à Paris. C'est pas anodin, c'est une marque qui est magnifique. Enfin vraiment, j'ai une admiration folle pour cette marque dans son ensemble, quoi. Et deuxième marque dont je ne suis pas client et je suis navré s'ils nous écoutent pour ça, c'est PXP, donc Projet X Paris. Ouais. Pourquoi est-ce que je trouve que cette marque est géniale ? Je suis pas spécialement alors pourquoi est-ce que je suis pas client ? Parce que je porte pas ce type de vêtements. C'est très streetwear. Je suis pas l'habitude de porter streetwear aussi, mais un peu plus rétro, vintage. Là où je suis extrêmement admiratif de cette marque, c'est sa longévité. C'est-à-dire que PXP, ça fait un petit moment qu'ils sont dans le paysage. Je pense une dizaine d'années. Ouais. Ils ont éprouvé un réseau en propre de magasins qui est colossal. C'est 35 boutiques aujourd'hui PXP. Ils ont fait un replatforming absolument génial avec les équipes d'Axom. Ils ont créé une marque. En fait, c'était un vendeur de SAP. C'était une marque de prêt-à-porter. Ils ont construit une plateforme de marque avec un blog extrêmement riche, avec une véritable expérience on-site, une expérience omnicanal. Vraiment, PXP, encore une fois, en termes de retail, c'est une masterclass. Et là-dessus, je pouvais pas en citer qu'une. Une marque dont je suis client, une marque dont je suis pas client, pour moi, c'est Bonsoir d'un côté, PXP de l'autre. Très bien. Top. Bon, merci beaucoup pour ta réponse très complète. Ouais, désolé. Non, c'est top. Et donc, qui me conseilles-tu d'inviter dans ce podcast ? On l'a cité juste avant, mais sa parole est rare, donc extrêmement précieuse. Il faut que tu invites Antoine Grimal, donc qui est le CEO fondateur de Dialogue. Ouais. La boîte vient de lever un peu plus de 4 millions d'euros. C'est une boîte française, pleine d'avenir radieux. Vraiment, sa parole est trop rare. Il faut absolument qu'il vienne à ton micro. Ok, je lui enverrai Antoine, on t'attend. Spécifiquement cette partie de l'épisode pour qu'il puisse le regarder et me dire oui. Trop bien. Merci beaucoup à Paul-Louis pour cet échange qui était vraiment très intéressant et très passionné. On sent que t'aimes beaucoup ce que tu fais, que t'aimes l'univers de l'e-commerce et ça fait plaisir à entendre. Ouais, le e-commerce c'est assez passionnant, mais encore une fois, faut être curieux, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali
pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.